une stratégie militaire particulière pour une otage particulière. La sénatrice Elisabeth Regina Mundi a retrouvé les siens après avoir passé 30 jours avec ses bourreaux. Elle a été kidnappée le 30 avril dernier et ses bourreaux menaçaient de lui ôter la vie si leurs conditions n'étaient pas prises en compte. Et quelques heures plus tôt, c'est 24 civils qui sont massacrés au village Oboni 2 dans le sud-ouest Cameroun. Confirmation a été faite par le maire Martin Ekwele. Le décryptage de ces événements dans cette édition de la rétrospective de l'information. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au recap de la semaine en 52 minutes. Docteur HDR en droit public et enseignant à l'université de Douala, Luzon Essomba, un autre invité. Bonjour, docteur Luzon Essomba. Bonjour Madame Naossi, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce matin. Alors, félicitations, vous êtes désormais docteur HDR. Qu'est-ce que cela ajoute à votre CV en tant qu'universitaire? Oui, c'est un titre honorifique mais académique parce que ça vous élève à un certain grade. Parce que vous savez, nos grades sont hiérarchisés. Docteur chargé de cours, docteur HDR. Maintenant, à partir de là, vous passez professeur, maître de conférence ou professeur titulaire. Donc, c'est un titre académique qui vous permet de mettre en exergue vos qualités d'enseignant-chercheur et surtout vos qualités, au-delà de la recherche, de la proximité auprès des étudiants en termes justement d'encadrement des travaux des étudiants et peut-être aussi la participation au sommet des soutenances de thèses de doctorat. HDR, habilité à diriger des recherches. Tout à fait. Oui, bien entendu. Une fois de plus, félicitations. C'est moi. Alors, nous revenons dans le vif du sujet. Elisabeth Regina Mundi est enfin libre. De façon symbolique, que représente l'enlèvement d'une personne de la stature de cette sénatrice? Écoutez, vous l'avez si bien dit dans votre propos prolégoménal. C'est une personne d'exception. Et dans un cas exceptionnel, parce qu'on l'arrête dans des circonstances exceptionnelles où elle allait justement à Bamenda faire une visite de courtoisie à sa famille et ainsi de suite. Elle est prise par une série d'otages, c'est-à-dire que montés de toutes pièces et qui réussissent à la prendre, son chauffeur et elle, dans des conditions assez extraordinaires. Et son véhicule également. Voilà, dans des conditions assez extraordinaires. Et vous savez, sa stature ou sa posture, j'allais dire sa tessiture de sénatrice. Et vous savez, elle a 79 ans et être sénatrice au Cameroun. Presque octogénaire. Surtout bénéficier d'une, j'allais dire, des suffrages universels que vous confère le peuple. C'est quelque chose d'exceptionnel au Cameroun. Donc, vous avez constaté avec moi, certainement, la technique ou le mode opératoire aujourd'hui des sécessionnistes, c'est de capter ou de capturer des personnes de prestige, des personnes d'importance. Et c'est ce qui peut justifier justement la capture de Regina Mundi, qui est aujourd'hui en toute liberté, qui a rejoint, comme vous l'avez si bien dit, ses pairs de l'Assemblée nationale et du Parlement camerounais. Ok. Quel impact ce kidnapping pourrait avoir sur cette crise? C'est pas tous les jours qu'on arrête un CEO commis de l'État quand même. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Je crois que Nigel Fondi, le leader du SDF, avait été arrêté par 2 fois. Et on se rappelle aussi que le cardinal Christian Touy, de sa posture de haute autorité religieuse, avait été aussi arrêté. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une technique de kidnapping qui consiste justement à lever les enchères et à démontrer à quel point les sécessionnistes semblent maîtriser l'espace territorial. Pourtant, nous sommes dans l'intangibilité du territoire qui voudrait que le Cameroun reste dans un territoire un et indivisible. Et ces arrestations démontrent à quel point la cohésion nationale et moins la déflagration sociale peut être remise en cause par des personnes qui veulent à tout prix et à tous les prix partitionner ou diviser l'État du Cameroun. Ça effraie quand même les élites de ces 2 régions qui aspirent à aller au village, mais qui sont kidnappées. Certaines élites ne veulent plus aller au village, de peur de subir de même traitement. Justement, je l'indique avec force et détail pour faire valoir le fait que, vous savez, le mode opératoire de ces sécessionnistes consiste justement à arrêter des élites de prestige. Et vous avez suivi dans leurs revendications
il évoque le fait de ce que ces arrestations consistent justement pour ces élites à rallier leur cause. Et toutes ces élites qui ne rallieront pas leur cause feront l'objet de toutes ces captures que nous sommes en train de vivre, qui deviennent chroniques et, à mon sens, anachroniques. Merci beaucoup, Luison Isomba. C'est une opération militaire dont les résultats ont fait les choux gras de la presse. Je vous propose cette série de reportages réalisés par Canal 2 International à la suite de la victoire militaire à Batibo sur les sécessionnistes. Aéroport international de Bafut, mobilisation particulière. Sur le tarmac se pose un hélicoptère de l'armée camerounaise avec à son bord un passager pas comme les autres. Quelques secondes, l'on peut apercevoir Elisabeth Regina Mundi. Très en forme, souriante et bien protégée dans ce jean bleu et blouson noir. Juste un petit bobo au niveau de la cheville. La sénatrice RDPC est accueillie par le gouverneur de la région du Nord-Ouest, les forces de défense et sa famille, surtout sa fille, qui fond en larmes en prenant sa mère dans ses bras. Cela faisait un mois que la sénatrice était entre les mains de ses ravisseurs. Ce vent de liberté est salué par des louanges à Dieu. Oh, glory, hallelujah. Localisé à Batibo, lieu de sa captivité, les forces de défense et de sécurité ont immédiatement mis sur pied une opération d'approche d'un refuge terroriste et aujourd'hui, le résultat est palpable. Les dernières informations que nous avons glanées nous ont permis de savoir qu'elle se trouvait à peu près dans la localité de Batibo. Globalement, on n'avait pas de précisions. Alors une manœuvre globale a été engagée qui nous a permis de boucler deux secteurs à la fois. La libération d'otages, c'est une manœuvre souvent très très compliquée. Notez avec emphase ici la collaboration de la population qui a permis de mener cette mission à bien. C'est en larmes que la sénatrice dit merci à tous pour leurs prières et surtout des félicitations à l'armée camerounaise. En tant qu'enseignante et politicienne, je ne peux pas manquer de mots, mais il y a des moments où l'émotion prend le dessus. Je suis reconnaissante pour ma liberté, en commençant par la présidence de la République. Je remercie le chef de l'État, le gouverneur, les généraux, les forces de défense et de sécurité, tout le monde. L'histoire est longue. Je ne peux pas tout raconter ici, mais ce que j'ai vu en un mois, le Cameroun, la région est en guerre, vraiment en guerre. Et c'est vraiment très difficile pour les militaires. C'est pas facile sur le terrain. J'aurai le temps d'en dire plus. Nous avons beaucoup prié pour la libération de Maman Regina et la nouvelle est arrivée chez nous comme une victoire, un espoir parce que Dieu a répondu à nos prières. Et tout ce que nous souhaitons actuellement, c'est qu'elle soit en santé, qu'il n'y ait pas de soucis et qu'elle ait le temps de s'occuper de ses enfants et de ses petits-enfants. Occasion également pour le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé l'Afrique, de féliciter cette bravoure de l'armée camerounaise qui a ramené en vie Elisabeth Regina Mundi et d'autres otages. Il m'a par conséquent chargé de souhaiter bon retour à sa famille, à la région, Madame la sénatrice, mais également d'adresser aux forces de défense et de sécurité ses vives félicitations. Après Bafut, le cortège se rend à son domicile. Elisabeth retrouve son espace privé où elle reçoit la bénédiction de l'archevêque de Bamenda dans une tenue plutôt relaxe. Et elle peut alors, dans des échanges conviviaux, leur raconter son séjour en captivité. Kidnappée à Bamenda le 30 avril dernier, Elisabeth Regina Mundi n'oubliera pas de sitôt ce séjour entre les mains de ses ravisseurs. L'affaire remonte au samedi 30 avril 2022 à Bamenda, au lieu-dit Foncha Street. La sénatrice RDPC, Regina Elisabeth Mundi, en chemin pour un mariage, sera kidnappée à cet endroit par des individus armés. En effet, ces hommes armés vont barrer la route, forçant le véhicule à s'arrêter.
La sénatrice et son chauffeur seront par la suite enlevés de force et conduits à une destination inconnue. Après que les présumés ravisseurs aient revendiqué l'enlèvement, Regina Mundi va apparaître quelque temps sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux dans laquelle elle lit manifestement sous la contrainte un texte en anglais réclamant l'indépendance de la partie anglophone. Today, the 30th of April 2022 of Ambazonia in La République to also resign and join our brothers to fight and push La République out of our country. Ask La République to maintain their boundaries as from independence. Ces présumés séparatistes vont par la suite réclamer la libération de 75 prisonniers séparatistes, faute de quoi la sénatrice sera exécutée le 20 mai, jour de la célébration de l'unité nationale au Cameroun. Après un mois de captivité, Regina Mundi est enfin libre. Le fait remonte au dimanche 29 mai 2022. L'armée camerounaise va opérer une mission d'approche dans une cachette de ses ravisseurs à Ancho, dans le département de la Momo. L'opération va durer plus de 24 heures et c'est dans la soirée du lundi 30 mai 2022 que l'armée camerounaise va procéder à la libération de plusieurs otages, parmi lesquels la sénatrice Regina Mundi. C'est en femme libre que la sénatrice RDPC Regina Mundi se présente aujourd'hui devant ses pairs de la Chambre haute du Parlement. Bouquet de fleurs en main, la voix fluette et la larme à l'œil, ses collègues fêtent son retour. C'est avec beaucoup d'émotion. Tu pleures et je pleure aussi. La femme politique apparaît requinquée. Elle revêt de la couleur, des cheveux à sa tunique dorée. La septuagénaire a visiblement repris des forces depuis sa libération le 30 mai dernier où le monde la voyait affaiblie, mais garde tout de même les séquelles de dommages psychologiques. J'étais bien traitée physiquement, mais j'avais des tortures mentales. Rien à lire, rien à communiquer, ni téléphone, ni rien. Elle livre quelques bribes de sa période de captivité. Un mois pendant lequel, malgré la peur, elle a eu l'occasion de négocier un cessez-le-feu. L'une des choses qu'il a dit, c'est que les militaires doivent rentrer chez eux. Et j'ai dit bien, mais quand on va s'asseoir et échanger sur les thèmes du cessez-le-feu, là on verra quoi faire. Un appel à l'unité et à la pacification de la région du Nord-Ouest, réitéré par l'autorité administrative. Et réitérer à leur attention, à l'attention des populations, sa main tendue vis-à-vis de ceux qui seraient encore réticents, afin qu'ils sortent de leur cachette pour contribuer avec les autres Camerounais à la reconstruction de ce pays. Regina Mundi, enfin libre, nous revenons sur ce plateau. Elle a dit, il y a la guerre. Ça tranche quand même avec les positions de ses camarades du parti qui ont tendance parfois à minimiser cette guerre, cette crise. Vous savez, il n'y a pas lieu de minorer ou de minimiser cette crise qui dure depuis 6 ans aujourd'hui. Je crois qu'elle a débuté depuis 2016 sur la base des revendications corporatistes. Et on peut dire, sans risque de se tromper, qu'au-delà des éléments mis en place par le gouvernement pour essayer d'apporter des solutions idoines à cette crise qui dure déjà depuis 6 ans, comme nous venons de l'évoquer, le phénomène est en train de prendre toujours de l'ampleur. Et je pense que la sortie aujourd'hui de la sénatrice Regina permet de comprendre de prendre la pleine mesure de l'ampleur de ce qui se passe du côté de Bamenda. Donc, en réalité, c'est une zone en crise. Ok, on assiste de plus en plus aux enlèvements, les kidnappings, demandes de rançon. Qu'est-ce que cela peut traduire selon vous? Oui, cela traduit l'idée selon laquelle, écoutez, les groupes séparatistes semblent maîtriser le terrain. Parce que quand on vous explique le mode opératoire à travers lequel ils ont dû capturer la sénatrice et son chauffeur, vous êtes censé de comprendre qu'à partir de là, il y a une maîtrise sérieuse du terrain et que nos forces de défense et de sécurité gagneraient également à réussir à contourner. Parce que quand vous regardez cela, vous comprenez qu'à partir de là,
les groupes séparatistes ont une main mise sur l'espace territorial et que nos forces de défense et de sécurité doivent tout faire pour essayer d'endiguer cela. Que répondez-vous à ceux qui voient dans les demandes de rançon une forme d'essoufflement de ces groupes séparatistes? Écoutez, vous savez, à un moment donné, on n'est plus dans l'option initiale qui consiste à partitionner le Cameroun. Et vous avez constaté avec moi que les groupes séparatistes aujourd'hui, c'est devenu constant. C'est-à-dire qu'il faille mettre en exergue les rançons pour essayer justement de fragiliser économiquement l'État. Parce que vous voyez, dans toutes ces manœuvres qui se déroulent, on se rend toujours bien compte que l'argent sort du trésor public de l'État. Donc, pour les séparatistes, c'est une manière d'épuiser économiquement l'État afin que peut-être celui-ci lâche du zèle. Parce que vous savez, c'est Jean Baudin qui le dit, l'argent c'est le nerf de la République. Et s'il n'y a plus d'argent dans la République, peut-être comme le dit aussi Bakounine, la République sera appelée à disparaître. Que répondez-vous à ceux qui voient l'essoufflement financier du point de vue des finances, de la rentabilité de l'argent, puisque nous avons, à l'entame de cette émission, parlé des 24 civils qui ont été massacrés dans le village Eboni 2, dans le sud-ouest Cameroun. Le maire confirme que les séparatistes ont imposé aux populations de leur payer de l'argent toutes les fins du mois. Et donc, puisqu'elles n'ont pas tempéré ces populations, on les a massacrés. Essoufflement financier, on peut faire cette lecture, non? Bien entendu, Madame Monique, vous observerez que l'État, aujourd'hui, déploie financièrement beaucoup de ressources financières du côté de la lutte pour la crise. J'allais dire pour la crise, pour endiguer la crise sociale que nous sommes en train d'observer depuis, j'allais dire, 6 ans aujourd'hui. Donc, quand vous regardez les budgets qui sont alloués au niveau des ministères, vous convenez avec moi que le ministère de la Défense caracole au sommet de l'État au regard justement de cette crise. Donc, si elle n'avait pas existé, le ministère de la Défense ne saurait se placer au-dessus, par exemple, du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Éducation ou des Travaux publics ou encore du ministère de l'Agriculture. Donc, vous convenez à partir de là que l'État déploie beaucoup d'argent pour la résolution de cette crise. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle les groupes séparatistes ont compris qu'au-delà d'épuiser les ressources physiques et humaines, il faut également épuiser l'État à travers le déploiement financier. Et aujourd'hui, les dépenses qui sont faites dans le cadre de la lutte contre cette crise sont des dépenses, j'allais dire, pas énormes, mais énormissimes. Ce siphonnage financier, ça pourrait aussi expliquer d'une certaine façon l'inflation que vit le Cameroun, la vie chère. C'est vrai qu'il y a la crise ukrainienne, mais on va vous dire, le budget de l'État est consacré pour la défense du territoire. C'est la priorité des priorités aussi. Bien entendu. Et c'est là la question que vous posez me reconstitue dans la mission de l'armée. Vous savez, l'armée a une mission militaire, c'est-à-dire la mission militaire qui consiste justement à protéger les institutions, à protéger l'intangibilité du territoire et surtout à protéger les hommes, y compris leurs biens. Mais au-delà de cette mission militaire, il y a une mission extra-militaire, c'est-à-dire qui consiste pour l'armée à jouer un rôle social. La construction, on a vu des ponts, on a vu une armée au chevet des dames qui accouchaient. Mais au-delà de cela, ce que nous sommes en train de voir, surtout dans le cas d'espèces de Regina Mundi, on voit que l'armée est dans une mission de maintien de l'ordre. Et dans sa mission de maintien de l'ordre, l'armée fait tout avec style, manière, maestria, surtout loyalisme et professionnalisme pour essayer justement d'éviter le bain de sang. Vous avez vu, à la récupération de Regina Mundi, il y a eu d'autres qui avaient été pris en captivité. D'autres otages qui ont été libérés sans effusion de sang. Donc, Madame là aussi, on peut à ce niveau-là, à grands traits, relayer et relever le professionnalisme de l'armée camerounaise. Quel sera, à votre avis, l'impact de cette mise en déroute des séparatistes à Batibo sur la suite de la crise? Oui, la suite de la crise sera extrêmement difficile parce que lorsque l'armée camerounaise fait un coup d'éclat de cette manière, cela conforte l'idée des Camerounais de ce que notre armée est en train de prendre de l'ascendance sur les groupes séparatistes. Et vous savez, la libération d'une dame, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de la trempe de Regina Mundi, relève d'un exploit et qui mérite justement, et c'est pourquoi j'ai aimé
la communication de Sigel Atonfak, qui a réussi à démonter et à communiquer pour que les Camerounais sachent à quel point notre armée est soucieuse justement du respect de notre territoire, du respect du caractère unitaire de l'État. Parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi parmi les revendications des groupes séparatistes, ils disent qu'ils veulent partitionner le Cameroun. Maintenant, ils veulent que les élites anglophones rallient leur cause. Et au-delà de cela, ils demandent que soient libérés un certain nombre de personnalités. De leurs camarades. Leurs camarades qui avaient été arrêtés dans le cadre de cette crise. Donc vous voyez que le mode opératoire s'affine, mais notre armée est à la pointe de tout cela. Et à partir de ce que nous avons vu depuis la libération de Regina Mundi, on se rend compte dans l'interprétation holistique que notre armée est en train de prendre véritablement du terrain et commence à maîtriser les assauts des groupes séparatistes. Dans leurs revendications et dans les arguments qui sont mobilisés pour soutenir leurs actions sur le terrain, on entend parfois l'envie de libérer la minorité anglophone de l'ostracisme de la majorité francophone. Luzon Nsomba, comment expliquer que les mêmes retournent les armes contre les leurs, puisqu'ils viennent d'assassiner 24 civils quand même? Vous savez, j'aime à le dire, peut-être ça peut être péremptoire. Cette crise camerouno-camerounaise fait du mal aux Camerounais. En réalité, fait du mal aux Camerounais. Vous savez, c'est encore bien que notre armée entre en belligérance, peut-être avec nos voisins du Nigeria, et ainsi de suite. Mais ça fait mal de savoir que nous entrons en guerre contre nous-mêmes. Et c'est en cela que cela heurte les sensibilités. C'est en cela que cela choque la conscience nationale. On ne peut pas imaginer que les Camerounais entre eux s'entretuent. Et vous voyez, pour des revendications, c'est vrai qu'au départ, l'État du Cameroun n'avait pas pris la pleine mesure de la chose. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que le gouvernement s'est répandu dans des esquisses de solutions. Et vous savez, une guerre jusqu'au boutiste ne peut plus plaire aux gens. Comme le disait un auteur, il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour s'amuser, mais il y a aussi un temps pour que la guerre s'arrête. Donc, nous tendons nos mains, vraiment nos mains sensibles, à l'endroit de tous ces groupes, comme l'a toujours fait le gouvernement, pour qu'ils reviennent à la raison et qu'ils retrouvent le sentiment de vivre ensemble et le sentiment d'être Cameroun. Eh bien, on a remarqué qu'ils tirent à bout portant sur les enfants, ils égorgent vives les femmes, ferment des écoles, imposent des villes mortes. D'ailleurs, les deux régions sont économiquement déclarées sinistrées. Ce sont les populations qui payent le lourd tribut de cette crise. Luzon Nsomba, quel rôle, quelle partition devraient jouer les populations, justement, pour permettre à la résolution totale de cette crise? Vous savez, dans un contexte comme le nôtre, qui est une république, la nation doit entrer en relation avec l'armée. Et c'est une relation incestueuse. Justement, on peut dire incestueuse dans la mesure où c'est la finalité qui importe, assurer la cohésion sociale, éviter la déflagration sociale. Et je pense que les populations ont un rôle majeur à jouer. Et même dans le cadre justement de la libération de Regina Elisabeth Mundi, on évoque que la population a joué un rôle majeur, capital, pour justement aider l'armée camerounaise à pouvoir mettre la main sur la sénatrice et à la libérer. Donc, la relation nation-force de défense et de sécurité doit, dans un état de droit, être ce qui doit être pour que nous soyons dans un ordre public de paix, de liberté, de sécurité, de tranquillité et de salubrité. On ne le dira jamais assez, le renseignement reste un élément important dans la stratégie militaire. Bien entendu, des militaires qui n'ont pas le renseignement ne peuvent pas mener à bien leurs activités. Donc, à la base de toute activité militaire, je pense qu'il faut le renseignement. C'est un peu comme si vous avez un feu qui est allumé, mais qui ne brûle pas. Or, il va brûler si effectivement les braises sont chaudes et qu'à partir justement de l'intervention de l'administration, j'allais dire des populations, l'armée a le renseignement qui devrait lui permettre justement d'aller au bout de ses missions. Et c'est ce que nous avons vu à travers le cas Regina Elisabeth Mundi. Merci beaucoup, Luzon Nsomba. Deux autres kidnappings qui se soldent par un dénouement heureux. L'une des victimes est une amoureuse
dont la course aux roses se termine sur un chemin épineux. La deuxième victime, c'est un enfant de 17 mois, enlevé avec la complicité de sa voisine. Reportage. C'est l'histoire d'une jeune fille conviée par son copain pour un séjour à Fombot dans le Noun, région de l'Ouest. Partie de Bafia pour là, celle-ci est invitée dans les coups de 19h à une balade dans la cité, à moto. Un homme sort de la brousse avec un couteau. La holophase s'éteint, la moto s'arrête. On me met le couteau au cou. On me dit que si je bouge, on m'élimine sous le champ. Son compagnon simule son attaque par un coup de poignard. La fille est conduite à 25 km de là, où elle sera séquestrée pendant 12 jours. Sa libération conditionnée par une rançon de 5 millions de francs CFA. Une plainte introduite par son père le 10 mai dernier déclenche l'enquête. Les équipes de la DRPJ dépêchées. Et il faudra justement une intervention énergique de nos collaborateurs qui viendront la sauver. Et le nommé Aboubakar, maîtrisant parfaitement le milieu, prendra la poudre d'escampette. Interpellé le 17 mai dernier, le principal commanditaire de ce kidnapping, 44 ans, est présenté à la presse le 1er juin à Yaoundé. Tout comme ce présumé cybercriminel. À partir de sa chambre d'étudiant à Tiang dans la Menoie, ce dernier âgé de 27 ans lance des concours de recrutement à l'autorité aéronautique pour anarquer des individus. Ces individus admissibles sont appelés donc à postuler, c'est-à-dire à payer des frais médicaux à hauteur de 20 000 francs CFA. Une fois donc le processus terminé, il a acheté une autre puce pour pouvoir encore lancer un autre concours dans un processus de 3 mois. Depuis 2020, c'est comme ça qu'il procédait. Eux aussi ont fait plusieurs victimes dans la ville de Yaoundé, précisément dans les quartiers Nkwabang et Mimboman. Ces 3 malfrats sont spécialisés dans le braquage des conducteurs de moto. Ils se présentent à eux comme étant des passagers clients. Dès qu'ils atteignent la scène de crime, eh bien, ils réalisent leur forfait criminel, emportant moto, argent et tutti quanti. Ces coups de filet de la police sont une aubaine de sensibilisation à nouveau des populations. Nous voulons conseiller à nos jeunes compatriotes de toujours vérifier la source des informations qu'ils rencontrent sur les réseaux sociaux avant d'appliquer. Vigilance donc. Ces présumés malfrats seront présentés devant les instances compétentes pour répondre de leurs actes. Dans les bras de son père, cet enfant de 17 mois vient d'être libéré de l'emprise de ses ravisseurs au quartier Sabongari, dans l'arrondissement de Ngaoundéré 1er. Cet enfant-là, c'est quelqu'un qui l'a quand même enlevé. Ça, c'est un enlèvement. Donc là, on a lancé des recherches jusqu'à 18 heures comme ça. Là. 72 heures de rap et 15 millions de francs CFA de rançon exigés. Au pire des cas, l'enfant serait tué. Mais les ravisseurs veulent uniquement traiter avec la mère du kidnappé. Les bandits ont appelé la mère de l'enfant en disant que l'enfant est avec eux là-bas et ils veulent 15 millions. Pardon, qu'il ne doit pas dire à son père, il veut seulement traiter entre eux, la maman et les bandits là. Les éléments de la police judiciaire de Ngaoundéré s'organisent. Les soupçons qui pesaient sur une jeune fille finissent par se concrétiser. C'est là alors ils ont soupçonné la fille qui vendait des beignets dans ma porte, devant ma porte ici là, avec les haricots. On m'a demandé que j'ai suspendu qui. J'ai dit que je suis en train de suspecter. C'est la fille qui vend les beignets ici là. Parce qu'elle est toujours avec l'enfant. Plus de peur que de mal, les présumés kidnappeurs seront présentés au procureur de la République. Retour sur ce plateau, Luzon et Samba, le kidnapping est dans l'air du temps, finalement. Et ce sont très souvent des jeunes, demandeurs de rançon. Qu'est-ce qui, à votre avis, explique que cette pratique se porte aussi bien au Cameroun en ce moment? Vous savez, le Cameroun traverse des moments extrêmement difficiles et je crois que la pauvreté s'est inscrite parmi les difficultés aujourd'hui que rencontrent beaucoup de jeunes qui veulent rester aussi dans la passivité. Parce que quand vous regardez ce qui se passe, vous vous rendez compte que ce n'est pas une jeunesse qui veut se mettre au travail. Cette jeunesse que voudrait le président de la République, c'est faire de lance de la nation. Vous savez, les gens exploitent les mécanismes les plus bas pour essayer de se faire de l'argent. Et je crois que le kidnapping, un peu comme dans le cadre justement de la crise du Nord et du Sud-Ouest,
Je montre à quel point aujourd'hui la pauvreté a atteint des proportions endémiques et permet aussi aux jeunes, aux populations aujourd'hui, de dire des stratégies pour s'épaissir les poches. Et ce que nous sommes en train de voir démontre à quel point aujourd'hui la jeunesse rentre dans des mécanismes, comme je l'ai indiqué, qui ne relèvent pas d'une jeunesse battante, d'une jeunesse qui peut à un moment donné comprendre que compte tenu des difficultés, on retrousse les manches. Voilà, il ne faut pas se croiser les mains, retrousser les manches, il faut travailler dur. C'est quelqu'un qui disait il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que des sauts de gens. Tout à fait. Très souvent, ils finissent toujours par tomber dans les filets des forces de défense et de sécurité. C'est une fin heureuse et on peut dire bravo aux forces de défense et de sécurité. Écoutez, c'est tout le bon souhait que l'on peut conférer à nos forces de défense et de sécurité, un peu comme je disais tout à l'heure. Vous savez, dans un pays, l'armée ou les forces de défense et de sécurité jouent un rôle important dans la dissuasion. Vous voyez, même quand vous avez des feux de signalisation, tant qu'il n'y a pas à côté un policier, vous allez toujours vous rendre compte que cela ne marche pas. Donc, comme le disait toujours quelqu'un, la présence d'une autorité de police est toujours dissuasive et confine à la sagesse. Et pour aller dans votre suite, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Bien entendu. Affaire Glencore, on en reparle. En plaidant coupable des faits de corruption et de manipulation de marché en Afrique et de l'Amérique latine, l'avocat du géant minier a cité le Cameroun comme faisant partie des pays où des pots de vin ont été payés aux fonctionnaires pour obtenir ou garder des avantages des contrats. Eh bien, ce que refute la Société nationale des hydrocarbures en charge de négocier les contrats. 2 reportages et on revient derrière. Glencore doit reverser aux États-Unis et au Brésil une amende estimée respectivement à 1,5 milliard de dollars et 40 millions de dollars pour avoir choisi comme moyen d'obtention des opérations pétrolières sur le terrain, pots de vin et corruption des agents publics. Montant qui interpelle le fondateur de Transparency International Cameroun. Akeremouna invite le Cameroun et les autres pays africains victimes de ce scandale à déposer une plainte contre Glencore à New York, tout en exigeant un dédommagement. Notre État devait chercher activement à se joindre au procès qui se passe aux États-Unis pour réclamer le dédommagement. Allons à New York, déposons la plainte contre Glencore, demandant qu'il nous dédommage aussi, puisque c'est nous qui avons subi le préjudice. À sa suite, le président national du parti PCRN, Cabral Libi, demande à la justice camerounaise de déterminer l'ampleur de ce désastre chez nous. L'une des raisons de ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui Petrolgate, impliquant les agents de la SNH Sonara et autres personnalités publiques au Cameroun, c'est la longévité des individus à la tête de ces structures d'État, selon le président du MRC. Maurice Kamto exige l'ouverture d'urgence d'une enquête judiciaire nationale, un audit général et indépendant de l'ensemble du circuit de la production, de la vente, de l'importation et du stockage des produits pétroliers au Cameroun, non sans recommander au gouvernement de constituer en urgence, s'il est encore possible, l'État du Cameroun en partie civile dans le procès en cours aux États-Unis et dans bien d'autres pays. Quant au vice-président du Social Democratic Front, Joshua aussi, il est temps de constituer une commission d'enquête parlementaire. La Constitution notamment prévoit les enquêtes parlementaires et je l'ai très bien expliqué, au point où nous en sommes, Glencore a dit qu'ils ont réussi à corrompre et le gouvernement et la justice et les responsables. Donc il ne reste plus que le Parlement pour sauver le pays. Il y a lieu de se demander pourquoi autant d'opacité autour des questions liées aux matières premières. Le Cameroun est rentré depuis belle lurette déjà dans l'Extractive Industries Transparency Initiative, AIT par exemple, qui exige une certaine transparence dans les matières premières, notamment dans le pétrole. Donc cette opacité, c'est un sujet d'hier. Des milliards de francs CFA ont été perdus dans cette opération frauduleuse à la SNH et à la Sonara. La décision de l'État du Cameroun reste attendue dans cette affaire. La multinationale Glencore, spécialisée dans l'extraction des mines et des hydrocarbures,
reconnaît avoir payé des pots de vin à hauteur de 7 milliards de francs CFA à la Société nationale de raffinage Sonara et à la Société nationale des hydrocarbures SNH pour ce qui est du Cameroun. Le montant total, 15 milliards et demi de francs CFA repartis sur le continent africain. En plus du Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sud-Soudan et la Guinée équatoriale sont également cités. La multinationale anglo-suisse fait l'objet d'enquêtes judiciaires aux États-Unis depuis l'année 2018. La société devrait produire des documents relatifs à sa conformité avec les lois nationales sur le blanchiment d'argent et des pratiques de corruption à l'étranger. Le 24 mai dernier, Financial Times de Londres rapporte que Glencore plaide coupable des chefs d'accusation de corruption et de manipulation du marché. Le géant pétrolier, gazier et minier a une forte emprise sur le golfe de Guinée, reconnu pour ses ressources et des grands gisements de pétrole. Des aveux de Glencore qui suscitent de nombreuses sorties dans l'univers médiatique au Cameroun. La société civile et les politiques se prononcent également. Lisons Nsomba, ces accusations supposeraient que les ressources minières, les ressources pétrolières et gazières du Cameroun n'ont pas toujours été exploitées dans l'intérêt des Camerounais. Pas du tout. Je parle au conditionnel, puisque l'affaire reste pendante. Justement. Pas du tout, parce que cette histoire vous donne du froid au dos. Vous savez, Glencore est une multinationale spécialisée dans l'exploitation pétrolière et surtout des ressources naturelles. Des mines particulièrement. Oui, des mines. En général. Voilà, des mines. Les minerais rentrent dans les ressources naturelles. Et dans cette activité d'exploitation, les commissions américaines se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et se sont mises à mener des enquêtes. Et au final de ces enquêtes, il est révélé que des actes de corruption ont émaillé toute cette activité. Et ces actes de corruption ont justement touché certains pays africains. Et les commissions américaines s'apprêtent donc à sanctionner durement Glencore. Cette entreprise est passée aux aveux complets. Et en passant donc aux aveux complets, on découvre donc que beaucoup de pays africains, parmi lesquels le Cameroun, est impliqué dans ces actes de corruption où deux structures fondamentales de notre État, la Sonara et la Société nationale des hydrocarbures, sont impliquées dans ces actes de corruption. Et on se rend bien compte que la polémique enfle aujourd'hui du fait de ce que vous avez suivi les acteurs politiques, les acteurs parlementaires, qui estiment que l'État, dans cette situation, peut se constituer partie civile. Et en se constituant partie civile, cela va faire de sorte que des responsabilités puissent être engagées. Vous avez vu, on vous a dit, il y a des hautes personnalités de la Sonara, de la Société nationale d'hydrocarbures. Et à partir de là, je pense que si cela est fait, parce que vous avez suivi, le professeur Maurice Kamto demande une enquête nationale. Joshua aussi estime que c'est plutôt une enquête parlementaire. Une commission d'enquête parlementaire devrait être mise sur pied rapidement. Pense Mordicus que cela puisse être fait soit par la CONAC, soit par le Conseil supérieur de c'est la position de Keremouna, le président, l'ex-président de Transparency International au Cameroun. Et vous voyez donc, à partir de là, cela démontre à quel point, ou du moins la fragilité de la position de l'État du Cameroun dans l'exploitation de ce qui leur est cher, c'est-à-dire des ressources naturelles qui sont explorées, exploitées dans le désintérêt du pays. Et c'est ce qui peut justifier cette polémique qui enfle, qui monte avec vigueur, tout simplement parce qu'on se rend compte que l'État du Cameroun paie beaucoup d'argent dans l'exploitation de nos mines et surtout au-delà des ressources naturelles, surtout du pétrole et même des denrées qu'on a qualifiées de denrées gazières et pétrolières. Donc à partir de là, le Cameroun aujourd'hui se rend compte qu'on perd beaucoup et énormément d'argent dans cette situation et il faudrait donc, en se constituant partie civile, qu'une bonne part de la réparation puisse revenir dans les caisses du Trésor public. Cette affaire Glencore pourrait être un début de réponse à ceux qui se demandent bien comment le Cameroun, avec
autant de ressources naturelles puisse avoir une population qui croupit dans la misère. Ce n'est pas un secret que plus de la moitié de la population vit avec moins $1 par jour. Ce sont des chiffres qui sont révélés, qui sont vérifiables justement. Aussitôt, cette affaire a vu le jour. La SNH qui a la charge de négocier les contrats s'est répondu a dit niet, oui, je ne m'y reconnais pas. Et en attendant, elle demande justement que des preuves soient données, puisque selon la SNH, ça ne fait pas partie de leur politique d'entreprise. Écoutez, la position de la SNH ne peut qu'être une position comme celle qu'elle adopte, c'est-à-dire que dit ne connaître ni d'Adam ni d'Ève. C'est-à-dire que vous avez... Ils ne sont concernés ni de près ni de loin. Voilà, qu'ils ne se sentent concernés ni de près ni de loin. Or, les révélations qui sont faites par la société, par la multinationale Glencore, les épinglent énormément. Donc, c'est une histoire très complexe. Nous espérons que la suite permettra d'avoir plus clair, de voir plus clair et de permettre justement à l'État du Cameroun de se constituer, comme on l'a dit, partie civile pour que les sommes qui ont été mise dans l'optique d'une corruption puisse revenir à l'État du Cameroun. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec le village de l'amour, qui accueille les personnes souffrant de maladies mentales. Ce sont des personnes qui ont été prises dans la ville de Yaoundé et des soins leur ont été administrés et au finish, elles se portent très bien. Nous nous y rendons avec le concours de Delphine Fonkoutene. Pas de faux, on m'a attrapé à l'hôpital Jameau. Je veux que tous les gars de Bitam savent que c'est moi le rappeur. Le rappeur pète la forme, le verbe retrouvé après plusieurs mois de traitement. Un indice? C'est moi le petit qui était à Jouvence avec Diane et Maman Coco. Comme lui, ils sont une quarantaine de jeunes autrefois atteintes de maladies mentales errantes. Désormais stable après un séjour ici au village de l'amour de l'hôpital Jameau de Yaoundé. À leur arrivée hier, presque dans l'état de ces nouveaux pensionnaires, certains sont même giolés aujourd'hui. Les moments de maladie, de tristes souvenirs. J'ai été ramassé par un homme en tenue. Dans mon quartier, en Colmassin, je me promenais. J'étais plus que malade mental quand on m'a amené ici. Je suis arrivé ici, je vadrouillais dans les rues de Yaoundé. Je suis arrivé en novembre, mais déjà je suis bien rétabli jusqu'à ce que je peux tout faire. Je sors comme ça du travail à la cuisine, en train de vouloir travailler sur le manioc. Je suis là avec le manioc pour classer. À la cuisine justement, nous rencontrons Alliance en plein boulot pour le dîner. Mange beaucoup ici, pas qui veut, mais qui peut donner un coup de main aux mamans en transportant par exemple du bois. Il y a deux façons de donner la nourriture. Il y a la nourriture principale que tout le monde doit manger, mais il y a encore une autre nourriture que si tu fais un grand effort de travail, on va te donner cela de manger. Au village de l'amour règne l'amour certes, mais ces pensionnaires ont soif de la chaleur familiale. La famille qui est ici avec toi, mais qui personne ne veut lever le bout du doigt pour venir me chercher. Je dis à mon père qui pense à venir me chercher, parce que quand je passe le coup de fil, il est joyeux, mais il ne sait pas où je me trouve. Le médecin demande que le membre de la famille vienne me chercher. Je lance le message à ma grande sœur Bokonako Agnès. De retour en famille, la santé est recouvrée. Ces derniers savent pouvoir compter sur leurs aptitudes pour réintégrer la société. Je peux tout faire, même d'aller au pressing, en 2 heures, je rentre, je suis là dans tous les domaines nécessaires possibles. J'ai déjà joué à l'Union sportive de Bitam, une première division au Gabon. Je voulais prier l'équipe nationale du Cameroun si elle pouvait me laisser de jouer au ballon. Guérir de maladies mentales, ou la folie comme on le dit trivialement, c'est possible. Les familles n'ont rien à craindre. Que ces familles-là soient rassurées, elles ne seront jamais seules. Elles ne seront pas abandonnées parce que monsieur le maire de la ville a veillé à ce que ce personnel, qui est par ailleurs bénévole et à qui on dit un grand merci, se déploie également pour le suivi en communauté. À date, on dénombre plus de 140 malades pris en charge au niveau communautaire et quasiment le même nombre ici au village de l'amour. L'initiative du maire de la ville de Yaoundé porte des fruits sucrés. Moi je l'ai dit totalement merci grand beaucoup, avec beaucoup de baisers à la face. Je vous ai vu esquisser de grands sourires.
Au finish, la maladie mentale n'est pas une fatalité, on peut en guérir. On peut en guérir, ce n'est pas une fatalité. Et j'ai le regret de constater que ces personnes sont toujours délaissées par leur famille. Et vous savez, le lien familial est tellement fort que lorsque on estime que quelqu'un est dans une situation de démence, et on se dit que c'est une fatalité. Or, on se rend bien compte, ayant suivi ce reportage, que des personnes peuvent être guéries et retrouver leur santé mentale, leur santé normale. J'invite donc, ou je supplie les familles, justement, d'aller récupérer leurs membres qui ne demandent que cela. Parce que vous savez, même comme on le dit toujours, même dans une république, il y a des fous. Et chaque famille a toujours son fou. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Nous allons sans tarder nous rendre à San-Milima pour visiter cette rizière. C'est une dame spécialiste en agriculture qui cultive du riz et qui a besoin de soutien de l'État pour produire en grande quantité. Et vous le savez, le riz camerounais a la notoriété d'être les meilleurs en termes de goût. Reportage. Le riz, aliment très prisé dans les ménages pendant les cérémonies de fête et autres moments de réjouissance, devient de plus en plus rare. C'est fort de cela que des jeunes ont décidé de se mettre à la culture du riz pluvial. Ainsi donc, avec 100 000 francs CFA, on peut investir dans cette culture qui, au bout de 4 mois, permettra d'avoir en moyenne une tonne de riz. Si on avait des moyens, on pouvait mettre 5-10 hectares. Si on a, par exemple, un motoculteur qui pourra nous aider à labourer des hectares, on fera mieux. Mais la plus grosse difficulté, vraiment, c'est au niveau du labour. Si cette culture nourrit son homme, il faut bien mettre en exergue quelques techniques pour y parvenir. Nous partageons déjà. Puisque nous partageons, il y en a qui vendent, comme je l'ai souligné auparavant, il y en a qui vendent leurs semences, qui vendent même leur riz déjà décortiqué, où on fait souvent le kilo à 500 francs. Un appel est donc lancé à l'endroit des pouvoirs publics, de l'élite et des forces vives à soutenir la culture du riz qui pourrait être, en fonction de la qualité naturelle et la proximité aux pays frontaliers, le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale, une véritable source de richesse. Luzon et Somba, cette rizière témoigne à suffisance qu'il y a du potentiel à explorer au Cameroun pour nourrir les populations. Bien entendu, Madame Monique, il faut encourager l'agriculture locale, c'est-à-dire que ce qu'on appellerait simplement l'agriculture endogène. Et cette dame est l'illustration parfaite de ce que on peut entreprendre sur le plan local et que cela serve les populations. Et vous savez que le riz, c'est l'une des denrées les plus consommées au Cameroun. C'est même la denrée la plus consommée au Cameroun. C'est même la denrée la plus consommée. Et on se rend bien compte que cette dame n'a besoin que d'un apport, d'un support, d'une subvention de l'État qui pourrait lui permettre de davantage engager un nombre incalculable de productions qui permettait justement de nourrir le plus grand nombre. Vivement. Donc, nous espérons que l'État peut avoir un regard compatissant et accompagner cette dame pour que notre riz local soit suffisamment bien consommé. Vivement la mécanisation de l'agriculture pour nourrir le plus grand nombre et arborer notre casquette de la mamelle nourricière de l'Afrique centrale. Vous nous regardez à Marois, vous nous regardez à Kousséri, à Didango et surtout chez vous à Bafia. Merci. Merci beaucoup. Nous allons sortir par cette actualité cette semaine. C'était le baccalauréat de l'enseignement général qui a quitté la gare. Mais nous faisons un focus sur un candidat dont les effets ont subi la rage des flammes. C'est un incendie. Reportage. Une ultime étape, mais Girès, élève candidat, a fini par se rendre à l'évidence que le baccalauréat sera une preuve dans la tourmente. J'ai tout perdu avec mes cahiers que j'étudiais avec et toutes mes chaussures de l'école en question. Mais au moins le récépissé qui me permettait de composer était encore dans ma poche parce qu'il y a encore tout juste du sang. Les flammes ont tout réduit en cendres. Le premier jour de l'examen officiel a été un acte de bravoure. Son angoisse peu dévoilée, sa motivation ne faiblit pas. Je n'ai pas de documents disponibles, mais je suis quand même pas venu arriver. Je suis un camarade pour quand même faire certaines révisions
pour essayer de faire la mise à niveau. Non, mentalement, je me sens déjà peut-être en forme. Une forme, pas au goût de sa mère, le visage de détresse, les yeux gonflés et le regard qui erre. Brigitte Simé ne quitte plus ses résidus depuis l'incendie de samedi au quartier Brazzaville, tant elle tenait à ses biens. Tout ce que j'ai travaillé tout le long des années, c'est parti en feu. Même les diplômes des enfants, les actes, tous les cahiers, même celui qui composait, rien. Je n'ai rien pu récupérer. Tous mes marchandises, l'argent en liquide, plus de 200 000, poussières de 1000. C'est parti. Le moral en berne est plongé dans une rêverie. Cette étudiante en Master 2 à l'université de Douala a perdu tous ses diplômes. Cette fille qui fait l'université a perdu son bac, son acte de naissance et ses documents de l'université. L'avenir s'est couvert d'un nuage d'incertitude. Même la famine menace l'existence de cette famille. Je suis vraiment à terre. Je ne sais pas comment commencer. Même pour construire cette maison, même pour manger, je n'ai rien en poche. Je suis vraiment avide. Dans cette désolation, Giresse reste téméraire. Il doit obtenir son examen malgré les obstacles. Que leur recommandez-vous pour récupérer tout ce qui a été perdu? Je voudrais commencer par dire que la voie qui mène vers le succès est toujours une voie périleuse. Donc j'encourage le jeune Giresse de braver justement ce diplôme, de le prendre qu'en fin d'année, qu'il ait son diplôme de bac, alors le baccalauréat. Ce que je voudrais dire, c'est que dans le cas de l'université, ce n'est pas perdu. Elle doit faire une demande à la reconstitution de ses diplômes. Elle écrit à son doyen qui va justement donner onction pour que ces diplômes soient tirés et qu'on reconstitue depuis le niveau 1 jusqu'à master, parce que j'aurais pu suivre qu'elle fait un master. Donc ces diplômes vont être reconstitués. Il suffit pour elle de faire une demande écrite au doyen pour que cela soit fait. Même pour son bac, il y a l'office du bac. Il y a l'office du bac, voilà. Justement. On peut rentrer à l'office du bac et demander justement la reconstitution de son diplôme. Merci beaucoup, Luison et Somba. C'est sur cette note que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Nous disons merci au docteur HDR. Désormais, merci beaucoup, Luison et Somba, d'être venus sur notre plateau, d'avoir accepté commenter l'actualité de la semaine qui a été marquée par la libération de la sénatrice Elisabeth Regina Mundi et les 24 autres civils qui ont été massacrés du côté du sud-ouest Cameroun. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi. Chers téléspectateurs, merci d'être toujours fidèles à ce rendez-vous dominical. La rediffusion, c'est à 9h demain lundi. Quant à moi, dimanche prochain, je serai des vôtres. Portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Au revoir et à dimanche.